crois que notre admiration pour les... En tout cas, les cinéphiles, évidemment, ils vont pas partager leur trésor. Ils savent qu'ils appartiennent à une autre version du monde ou de l'espèce humaine. C'est pas fuir. Moi, j'ai jamais fui, j'ai aucune imagination. Donc, les gens qui fuyaient, adolescents, gamins, il y a plein de façons de fuir. Dans le fantastique, dans la science-fiction, dans un monde mieux, les utopies politiques ou religieuses. Moi, ça m'a jamais intéressé parce que j'ai aucune imagination. Je trouve toujours le monde tel qu'il est formidable. Et je trouve formidable qu'on m'ait laissé l'habiter, finalement. Et plutôt, sans que j'y perde trop de plumes, parce que j'ai à peu près fait ce que j'ai voulu. Mais c'était l'idée, non, on aura ce monde-là, mais on l'habitera enfin. Voilà, moi, l'essence de ma cinéphilie, on l'habitera enfin. C'est parti. Donc, comme tu as vu les deux émissions, tu sais exactement qu'il y a une question que je pose tout le Ouais. temps à tout le monde. Je veux pas renier cette question. Pour moi, ça est très important. Donc, Ça a été. et Vas-y, pose là, quelle parce que est, sinon. voilà, quelle est la première image qui t'a le plus marqué? Autant que tu t'en Alors, souviennes. ouais, j'ai réfléchi longtemps, hein, parce que j'avoue que c'est une question qui me. Enfin, une fois que tu l'as posée aux invités des émissions que j'avais écoutées, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis demandé si est-ce que quelque chose de naturel était une réponse correcte. Enfin, est-ce que je pouvais dire un coucher de soleil ou un paysage? Parce que Ah oui, carrément. voilà, ok, parce que je pense que c'est plus ça. Moi, c'est plus vraiment, j'ai une obsession pour les couchers de soleil et globalement les paysages de fin de journée et tous les débuts de journée quand il y a des lumières un peu rasantes. Donc je pense que voilà, mes vraies premières obsessions, mes vraies premières images marquantes, c'est durant des voyages en famille, dans différents pays et d'observer ce monde qui s'offre à nous. Je pense que ça reste toujours la plus grande source d'émerveillement. Ça reste des paysages, même si voilà, je voyage quand même beaucoup moins que ce que j'ai pu voyager. Et après, quand même pour revenir un peu sur une réponse plus conventionnelle ou en tout cas plus liée à l'art, je me rappelle, en fait, ça va être improbable, mais la jaquette dans un vidéoclub auquel j'allais quand j'étais tout petit de Evil Dead 3, je crois que c'est ça, où donc t'as Ash qui est en haut d'une espèce de petite colline de squelette avec une fille dans les bras et il a sa tronçonneuse dans la main. Enfin, et c'est une image qui m'a marqué. Je me rappelle, j'ai jamais vu le film. Je voyais pas le film à l'époque parce que j'étais super petit. Mais dès que je rentrais en vidéoclub, je me collais devant cette image et je la regardais et elle évoquait énormément pour moi. Et je pense que c'est une image qui évoque vraiment ce rapport au côté jouissif et décomplexé de l'héroïque fantasy, du genre, du fantastique, un côté jubilatoire en fait dans ce que ce cinéma peut proposer. Et bon, après coup, j'aurais découvert le film bien longtemps après. J'adore ce film, mais c'est vrai que cette image, elle a un côté. Je pense que c'est Sam Raimi, il a dû faire partie de la conception du truc parce qu'on sent son dynamisme dans cette image. Elle est tout de suite iconique, quoi. Et elle a un côté ultra héroïque, alors que c'était quand même une grosse pantalonnade. Evil Dead 3 aussi. Et c'est ça la grande force de ce mec, c'est d'avoir toujours réussi à, malgré le fait qu'il fait des films ou qu'il ait fait des séries B, en fait, elles sont cinématographiquement, il y a déjà tout pour rendre les choses impactantes. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir à cette question avant, je suis pas mécontent. Deux questions. On va revenir sur les couchers de soleil que tu as pu observer comme ça dans différentes parties du globe. Tu te souviens avoir toujours été quelqu'un qui était très très observateur du quotidien? Non, je pense pas, et je pense pas l'être toujours. C'est vrai que je me rends compte avec le temps que je suis pas quelqu'un d'extrêmement observateur, je suis quelqu'un qui par moment est en recherche de moments vraiment d'essayer ouais, de trouver ce moment parfait, quoi, dans des moments, enfin, tu vois, dans des endroits, dans des lieux. Et je suis d'ailleurs quelqu'un qui est longtemps vécu avec une espèce de nostalgie de moments que j'avais vécu et que j'avais envie de revivre, enfin, où je savais, par exemple, j'ai vécu dans plusieurs villes, assez longtemps à chaque fois. Et donc, j'ai des points comme ça dans des villes où je sais que si j'y retourne, j'aurais envie de revivre ce moment, de réécouter cette chanson dans ce bar-là, parce que, c'était un moment magique, quoi. Et donc en fait, je fonctionne plus comme ça. De temps en temps, je réalise que là, waouh, là, je vis un moment extraordinaire, mais ça peut être anodin. Hein. Enfin, je veux dire, ça peut être quelque chose de moi à la terrasse d'un café avec une brise légère, tu vois, vraiment truc bateau. Mais à un moment, je me dis, ouais, là, c'est un moment parfait, quoi. Et je pense que quand je fais des voyages, j'essaie toujours d'après coup enfin, même pendant, de vraiment m'imprégner de ces moments-là qui me marquent. Et au quotidien, évidemment, c'est là où c'est le plus compliqué, c'est qu'une fois que tu rentres dans une vie un peu plus routinière ou quoi que ce soit, ils sont quand même plus compliqués à trouver, plus rares. Donc ça va plus être des rapports humains, des moments
moments d'affection, des choses comme ça, plus que des vrais moments peut-être poétiques, au sens paysage du terme, au sens... voilà. Mais oui, donc je suis pas très observateur, mais j'essaye de relever des instants comme ça de poésie de ma vie qui me marquent et qu'à terme, en fait, moi je fais partie des gens qui aimeraient être réalisateurs, qui ambitionnent être réalisateurs, et je sais que je fais partie de ces réalisateurs qui veulent faire des films en partie pour revivre des moments de leur vie, quoi. Et ça, c'est typiquement la démarche, elle est là, c'est d'essayer de se souvenir de certains moments qui sont tellement magnifiques que tu as envie de les retranscrire d'une manière ou d'une autre. Si j'étais peintre, je pense que j'aurais fait des tableaux de ce genre de truc, et vu que je veux être dans le réalisateur, bah voilà, c'est un peu la démarche, quoi. Et est-ce que parfois il t'est arrivé un truc très saugrenu, c'est de retrouver des instants, des lieux comme ça dans des films? Ah, c'est une bonne question, tu vois. Alors non, pas genre enfin, pas de manière aussi premier degré, mais par contre, il y a des films qui me donnent l'impression de vivre ce genre d'instant. Ouais, ça arrive. Et c'est aussi c'est ça. Et d'ailleurs, c'est souvent un type de film assez, enfin, qui passe. Enfin, moi, qui fait partie de mes films préférés, c'est ce que j'appelle un peu les films chroniques. Un des réalisateurs qui, pour moi, le fait le mieux, c'est Richard Linklater, par exemple. Mais on peut pas aussi penser à, tu vois, Cédric Clapiche. Enfin, je pense par exemple à l'Auberge espagnole quand ils font leur sortie en boîte de nuit sur Aérodynamique de Daft Punk, et qu'après ils sont au petit matin à jouer de la guitare. Il y a un Américain qui joue du Bob Marley. Ça, c'est vraiment un événement qui me fait penser à ce type de moment, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à retranscrire. C'est une soirée où bah, c'était parfait, quoi. Et une soirée parfaite entre amis. Et donc, dans ces films-là, des espèces de petites chroniques où il n'y a pas nécessairement d'histoire ou d'intrigue qui drive le récit, on est plus sur une accumulation d'instants. Je retrouve cette idée-là. Mais c'est vrai qu'après, il y a tout un pan de cinéma qui est le cinéma un peu plus conventionnel, qui est beaucoup plus basé sur une mécanique de narration. Et je trouve que ça s'écarte un peu de cette vision-là de la vie qui est retranscrite dans le cinéma. Et il y a énormément de réalisateurs qui sont extrêmement doués pour ça. Et dans cela, je m'y reconnais, ouais. Enfin, j'arrive à apercevoir ça, ouais. Tu parlais de... Alors, la deuxième réponse que tu m'as donnée par rapport à l'image qui t'a le plus marqué, c'est cette jaquette, voilà, tout ça, et je vois très bien la jaquette en question, mais tu me dis que cette jaquette-là, tu l'as découverte dans un vidéoclub. Ah, tu te souviens vers quel âge à peu près tu fréquentais comme ça les vidéoclubs? Alors, c'était des vidéoclubs de là où j'allais en vacances à chaque fois. C'était pas du tout parisien. Enfin, moi, je suis parisien à la base. À Paris, j'avais pas du tout un vidéoclub parce qu'on avait une grande collection de DVD, ou enfin, surtout des laserdiscs à l'époque. Mais là où on allait en vacances, je devais avoir entre 5, ça a dû courir de mes 4 jusqu'à mes 10 ans, quoi. À peu près 4-12 ans, ouais, au vidéoclub. Chaque vacances, il y avait deux passages par semaine au vidéoclub minimum. Ouais. Et est-ce que tu as été entouré par ce qu'on appelle des passeurs ou des passeuses, des personnes qui t'ont... Ouais, bien sûr. Ouais, moi, le vrai passeur de cinéma, c'est mon grand frère, parce que c'était lui qui était en charge d'acheter en fait les contenus vidéo à la maison. Et donc, il y avait un peu un rituel. Lui, il était en pension. Nous, tous les week-ends, on allait dans une maison de campagne familiale. Et lui, sur le chemin de sa pension, donc le vendredi soir, il passait au grand magasin du coin et il achetait pour je sais pas combien de francs de laserdisc. Il achetait les nouveautés, quoi. Et donc, il débarquait à la maison tous les vendredis soirs avec 5-6 films nouveaux. Et donc, bah, on en découvrait un ou deux dans le week-end. Après, moi, j'étais pas toujours intéressé nécessairement, mais en tout cas, j'ai toujours été baigné dans ce côté. Il y a des nouveaux films qui sortent, on les redécouvre, on les voit, et surtout, il y a eu un vrai passage de classiques de l'époque. Enfin, moi, je fais partie des gens qui ont eu la chance de découvrir, par exemple, les Star Wars en laserdisc, les éditions originelles, avant les rééditions de Lucas, que j'ai vu des dizaines de fois. Enfin, voilà, tout un pan de la culture, surtout américaine, toute la culture un peu Amblin des années 80, tout ça, c'est des films que vraiment j'ai réussi à découvrir, mais en fait, beaucoup de films matures, je me rends compte avec le recul qu'il n'y avait pas de distance de problème, enfin, c'est question de montrer un film adapté ou pas à un enfant dans ma maison, c'était pas du tout une question. Donc j'ai vu Aliens de Cameron, j'ai dû le voir à 6 ans, 2000 ans Odyssée de l'espace, je l'ai vu plein de fois quand j'étais gamin. Enfin voilà, il y avait beaucoup de films comme ça qui, en fait, vu que je suis le dernier d'une grande fratrie, et donc en fait, on ne sélectionnait pas les films pour moi, j'étais là et regardais des films, quoi. Donc j'ai surtout baigné dans cette espèce d'ambiance où les gens regardaient des films et je venais comme ça m'incruster dans les séances que les gens faisaient, et donc ça pouvait être
tout et n'importe quoi. J'ai vu des films qui m'ont un peu traumatisé, alors que juste parce que j'avais pas l'âge. Des trucs alors, qui aujourd'hui seraient pas des films d'horreur, ou enfin même des films traumatisants, quoi. Mais c'est sûr que voilà, ça fait partie de cette. C'était vraiment une découverte, une cinéphilie de vacances, enfin ou de week-end ou de moments de pause, quoi, dans la vie. C'était pas moi personnellement, j'avais pas la démarche de le faire, mais vu que j'étais dans une famille qui regardait beaucoup de films, bah, j'étais toujours baigné dans ce milieu-là. Et ouais, et les vidéoclubs ont joué en vacances un grand, pour le coup, énormément là-dedans aussi. Ouais. Et donc, il y avait de tout et de rien. Et toi, à un moment ou un autre, progressivement, tu commences un peu à t'orienter vers un cinéma qui te sensibilise, j'imagine. Ouais, en fait, c'est arrivé tard. Je pense que j'ai eu les vrais moments clés de ma prise de conscience du cinéma. Elle est arrivée assez tard, finalement. Je pense que Amélie Poulain est vraiment un premier film fondateur dans mon approche du cinéma, enfin, dans un rapport au cinéma particulier. Donc, c'est un film qui est sorti en 2002, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, j'avais déjà 11 ans. Après, le vrai film, la vraie année où finalement il y a 2 films qui sont sortis, ou peut-être, bon, ouais, en tout cas, il y a Un long dimanche de fiançailles dans la foulée, qui est un film qui m'a vraiment énormément parlé, où je me suis dit, ouais, là, le mec se fait du cinoche, il me raconte un événement qu'on m'a raconté à l'école, mais qui m'a toujours fait chier, et que j'ai jamais réussi à prendre la mesure et l'ampleur et à me plonger dedans. Et là, il me raconte la Première Guerre mondiale d'une manière qui me fascine. Donc, Jeunet est hyper important. Et après, le vrai, où vraiment je me suis dit, bon, là, il y a un truc avec la cinéma, enfin, le cinéma, c'est extraordinaire, c'est Quaron avec Les Fils de l'Homme. Mais j'étais déjà âgé, enfin, j'étais déjà ado. J'ai pas eu ce côté. J'ai toujours regardé des films, mais c'est vrai que cette prise de conscience de vraiment de la puissance du langage cinématographique, il est arrivé dans mes années collège-lycée, quoi. Et après, bon, évidemment, il y a des événements marquants de cinéma, on en a eu, quoi, les Seigneurs des Anneaux, ce genre de trucs. Je pense que ça te forge forcément un amour du cinéma quand t'es quelqu'un de ma génération et qui découvre à 12 ans le Seigneur des Anneaux en salle, ou à 11 ans, c'est extraordinaire, quoi. Quand tu dis découvrir ce que c'était que la Première Guerre mondiale par le biais de Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles, tu reçois ça dans la gueule et c'est juste fascinant. Mais est-ce que, parce que tu me disais en même temps que bon, tu n'as jamais été vraiment un très bon élève à l'école, est-ce que pour toi, quand tu vois ça, tu te dis, ça ne peut être, ça a dû se passer comme ça, finalement? Non, pas nécessairement. Non, en plus, je pense que c'est. En fait, maintenant que j'y pense, avant ça, j'avais une autre séquence qui m'est marquée, c'était Le Soldat Ryan, que j'avais vu au cinéma. Donc, pareil, il est sorti en 98, et tu vois, je l'ai vu à 9 ou 8 ans. Donc, c'est un film que tu vas voir au cinéma à 8 ans, Le Soldat Ryan, tu te prends la scène d'ouverture dans la tronche. C'est quand même pas rien. Et en fait, c'est plus la parallèle que je peux faire entre les 2 films qui n'ont pas grand-chose à voir formellement. C'est pas forcément de me dire c'est la réalité, justement, c'est de me dire ça arrive à me faire ressentir ce que c'est par le cinéma plus qu'autre chose. Plus que essayer d'être une reconstitution fidèle ou je ne sais pas quoi. C'est plus ce côté où d'un coup, j'ai eu l'impression de vivre d'une manière viscérale dans 2 domaines qui n'ont rien à voir, parce que je pense que Spielberg est beaucoup plus viscéral et Jeunet est un peu plus formel, mais justement, il arrive à y mettre une forme de poésie qui me plaît beaucoup. Voilà, les deux m'ont vraiment réussi à montrer un événement qu'on m'avait raconté dépeint et à me le faire vivre intérieurement. Et ça, c'est quelque chose que, voilà, quand le cinéma y arrive, finalement, c'est là où c'est le plus impactant, quoi. Et je pense à plein d'autres. Enfin, voilà, après, une fois que tu rentres dans le trou du lapin, là, t'as tous les films, en fait, finalement, véhiculent un peu ça. Les bons films véhiculent comment te raconter un sentiment d'aventure, un sentiment, même une histoire, une partie de l'histoire, ou voilà. Donc mais c'est vrai que là, c'était des événements qui sont des événements qu'on connaît tous, quoi. Les 2 guerres, on entend parler perpétuellement, et de les avoir illustrés de cette manière-là au cinéma, ça m'a vraiment pas bougé. Je me suis dit, il y a une. C'est plus, en fait, pour moi, ça reste la manière la plus fascinante et intéressante de nous présenter ça, quoi. Et à partir de quand tu as commencé réellement lorsque tu recevais les films, à vouloir en parler? À partir de quand? C'est arrivé tard, en fait, hein, vraiment. Je pense que, fatalement, j'ai fait une fac de ciné juste après le bac, donc il y avait un lien. Je commençais dans le truc. Je pense que c'est arrivé en terminale, à peu près. Donc c'est arrivé tard, vraiment. Après, dans l'idée, je regrette de ne pas avoir mis en place une chaîne YouTube plus tôt, parce que ça m'aurait permis vraiment de m'exprimer plus facilement et surtout plus régulièrement, et donc d'affûter un peu cette espèce de vision qu'on peut avoir. Mais voilà, finalement, j'ai mis quasiment
presque 10 ans après. J'ai ouvert ma chaîne YouTube à 25 et 26 ans, donc en fait, j'ai fini mes études et j'ai ouvert ma chaîne YouTube après, ce qui est dommage, parce que les deux sont extrêmement bien, complémentaires. Moi, je recommande à toute jeune personne qui est étudiant en cinéma d'ouvrir une chaîne YouTube je pense qu'une chaîne YouTube pour parler de cinéma, c'est quand même le meilleur médium en parallèle, parce qu'en fait, la réflexion que tu vas avoir sur les films que tu vas consommer pendant tout ce que tu vas apprendre dans ton cycle universitaire, tu peux le retranscrire d'une manière personnelle sur YouTube, et ça enrichit les deux, quoi. Les deux s'enrichissent, et je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait, parce que j'aurais fait des vraies vidéos passionnantes à l'époque. Au final, j'ai réussi à en faire des intéressantes après, mais en tout cas, j'ai un regret de ne pas être passé sur ce médium plus tôt, quoi. Et l'écriture dans tout cela. Ouais, je suis nul. Non, je sais pas. C'est un gros problème dans ma vie, c'est que j'ai raté un coche à un moment sur l'orthographe, et par paresse et manque de rigueur, j'ai un complexe d'écriture. Je suis capable d'écrire des scénarios parce que je sais qu'il va y avoir quelqu'un à un moment qui va m'aider et à me relire. Mais voilà, c'est pas la forme, n'est pas forcément ce qui compte le plus. Mais je veux dire, je suis incapable d'écrire un tweet sans faute d'orthographe, donc tenir un blog, par exemple, ça m'aurait aidé, j'aurais dû le faire, parce que ça m'aurait aidé à corriger, en fait, c'est en faisant que tu t'améliores, donc ça m'aurait aidé à corriger mon orthographe, mais en fait, c'est pas par là nécessairement que j'aime bien écrire pour que ce soit mis en forme différemment plus tard, mais juste écrire pour que ce soit lu comme ça, là, c'est là où je suis pas assez en confiance sur mon style pour m'autoriser ça. Je vais franchir un grand pas pour aller directement sur ta chaîne YouTube, mais je vais revenir après à partir. Mais parce que sinon je vais oublier la question. Mais quand tu fais tes vidéos, j'imagine qu'il y a une structure qui est écrite. Et comment elle se déroule? Alors déjà, est-ce que l'écriture à ce moment-là est assez douloureuse, comme tu l'as plus ou moins dit il y a quelques minutes? Et surtout, comment tu structures tes vidéos? Comment tu structures une vidéo surtout? Bah, c'est là où, ouais, en fait, je structure pas, quoi. Je me lance dans un sujet. Tu vois, par exemple, là, je dois avoir 6 ou 7 vidéos. Souvent, j'écris sur mon téléphone. Donc, j'ai une idée, je regarde un film, il y a une idée qui pop. Je commence à partir. Alors, il faut toujours une phrase un peu bateau pour démarrer, tu vois. Vraiment une phrase qui commence de tout temps, ou je sais pas quoi. Tu sais, un truc vraiment bateau qui m'offre une direction. Et après, je me lance, et souvent, en fait, c'est vraiment un travail de déblayage, quoi. J'écris, je tombe sur une idée qui va me faire dire, attends, mais cette idée-là, en fait, elle rejoint une autre idée, il y a un film qui l'a fait, ah, pourquoi pas, ah bah oui, il faut que j'aille vérifier, donc là, je vais vérifier avec toutes les... Et en fait, c'est plus un travail je me suis donné C'est-à-dire que soit je me suis donné un cadre en amont, où je dis, bah, par exemple, là, je vais étudier les fusillades. Donc Oui, pendant... tu l'as voilà. fait d'ailleurs. Tu l'as Voilà, fait exactement. d'ailleurs. Donc là, pendant Hmm. 6 mois, j'ai regardé des fusillades avant d'écrire quoi que ce soit. Ou sinon, sur chaque fusillade, je fais un espèce de débrief. Donc là, tu vois, je regarde une scène, ok, je débrief, j'écris un texte dessus, hop, je débrief ce que je peux en tirer. Je fais ça sans exemple, et à la fin, je me lance, et bah, j'avance au fur et à mesure, vraiment j'avance, à vue d'œil, et tu vois, voilà, je me faufile dans tous les exemples que j'ai trouvés, où je prends à droite à gauche, il y en a plein qui Tu passent à l'os, tâtes, par exemple. tu tâtes, tu Voilà. tâtes. Et c'est un peu pareil pour les autres trucs, sauf qu'il y a des fois où en fait je me rends pas compte c'est-à-dire que je pars sur un sujet, par exemple là j'ai écrit une vidéo qui est en écriture, où je pars d'un sujet, je pars de Monsters de Gareth Edwards, et en fait je me retrouve à parler du cinéma de Nollywood. Et le truc c'est que, c'était pas prévu à la base, quoi. C'est juste que le fil de ma pensée me fait aller de Gareth Edwards, de Star Wars à Nouvelle Vague, à Nollywood, à l'Ouganda. Enfin, tu vois, au film ougandais, et parce que d'un coup, bah, en fait, le chemin de pensée va là, quoi. Mais à la base, et je pense qu'il y a une phase où je serais un grand youtubeur si j'avais la capacité de revenir en arrière et de restructurer une fois que tout est écrit. Je le fais, je me relis, mais je veux dire, je change pas ma structure, j'essaie pas de créer quelque chose de plus académique ou scolaire, parce que j'ai jamais été bon à ça de toute manière. Il y a vraiment une démarche organique qui est faite. Après, ça, bon, c'est des choses naturelles. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a ça à double tranchant. Mes vidéos ont une forme de fluidité naturelle qui s'en dégage, je pense, mais qui peut par moment aussi manquer de rigueur, ou peut-être d'être un peu Squelette. plus De scolaire, quoi. squelette. Hmm. Ouais, voilà, de C'est-à-dire qu'il squelette, quoi. il y a une... Mais alors,
Pardonne-moi parce que vraiment j'avais envie de faire cet entretien de manière chronologique, mais je ne peux pas parce que tu me lances sur des choses que je n'avais Ah pas bah n'hésite pas, soupçonnées. hein. Et Prenez les balles au bon, hein. eh bien la question elle est très très simple. Moi je t'entends depuis 5 minutes me raconter comment tu structures tes vidéos. euh, Quelle que soit la manière, mais ça reste quand même une structure. Et là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, je me dis, en t'écoutant, je me dis pourquoi Zoltan, à un moment, s'est posé la question, que cela soit dans ces vidéos, mais aussi dans d'autres vidéos, quand vous vous réunissez avec d'autres confrères à toi et consoeurs, qui s'appellent CCU, si je me Ouais, trompe bien. bon. On reviendra là-dessus parce que l'idée de rédaction plus ou moins informelle m'intéresse beaucoup. Et à un moment, vous parlez de légitimité. Mais vous réglez la question assez rapidement en disant que nous sommes légitimes. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la réponse. Ce qui m'intéresse de t'entendre dire, c'est pourquoi y penser à ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu y penses et que ça te travaille? Alors que tu es en train de me raconter comment tu structures tes vidéos et que ça peut durer un certain temps, que ça peut partir dans tous les sens. Pourquoi à un moment, pourquoi tu t'es posé cette question de légitimité? Ben, moi, je t'avoue, je pense pas me l'être posé, honnêtement. Enfin, je me souviens des débats dans lesquels c'est apparu, mais j'avoue que moi, c'est pas une question qui m'a souvent taraudé parce que, en fait, c'est soit, bon, je veux dire, faire des critiques de films, je, je pense qu'il n'y a pas de légitimité ou pas à le faire. Tu délivres un peu un avis, plus ou moins éclairé, affûté, pertinent selon le film, ta sensibilité. Voilà, enfin, tout le monde peut le faire en 2 mots. Une critique à chaud, il n'y a pas de problème. Donc là-dessus, il n'y a pas de légitimité ou pas. C'est juste la légitimité, elle vient peut-être si d'un coup, enfin, c'est les gens qui trouvent que t'es intéressant à écouter ou pas, mais c'est même pas que t'es légitime, c'est juste que d'un coup, bah, tu fédères et pourquoi pas. Par contre, quand j'ai vu que souvent j'ai pris des sujets où vraiment je traitais un angle très précis, bah, la légitimité, elle s'impose d'elle-même parce que c'est pas, moi, ce que j'ai toujours refusé de faire, c'est de faire des vidéos, en fait, où les informations étaient plus importantes que le fond de ce que je pouvais apporter moi en termes de réflexion. C'est-à-dire que moi, ça ne m'intéresse pas de faire je trouve ça passionnant, hein, les vidéos de mecs qui arrivent à te faire vraiment, par exemple, tu vois, de la filmographie d'un réal en t'expliquant toutes les anecdotes de production, comment il a, voilà, ce côté factuel un peu des choses, qui est très intéressant. Ça m'a jamais intéressé parce que, bah, d'autres le font mieux que moi, d'autres sont plus passionnés de ça que moi. Et en fait, je trouve toujours qu'il y a moi, j'aurais justement un problème de légitimité, en fait, à juste déblatérer des infos que j'aurais juste lues à droite ou à gauche, tu vois. Et j'aime pas ce sentiment-là. Moi, ce qui me plaît, c'est de me dire, je vais partir d'une réflexion que j'ai eue en regardant le film et je vais la creuser pour essayer d'arriver à une espèce ouais, de thèse cinématographique, quoi. Et c'est ça où quand je fais, et d'ailleurs souvent mes vidéos pêchent par problème factuel. Enfin, tu vois, j'ai été capable de faire une vidéo entière sur un réal qui s'appelle James Carney, qui est le réal de Once, de New York Melody et de Sing Street, où j'étais persuadé que le mec, c'était ces 3 films. Ces 3 premiers films. Alors qu'en fait, le mec, il avait fait 6 films en tout, entre temps, tu vois. Donc, enfin, je veux dire, et j'étais tellement à fond dans mon truc en me disant, ça m'intéresse pas d'aller voir sa fiche Wikipédia, je me suis imaginé presque l'histoire du gars, quoi. Enfin, et parce que j'avais envie juste d'en tirer une réflexion cinématographique sur sa manière d'incruster la musique dans ces films. Et ça m'intéressait pas de savoir réellement si ce que j'allais dire allait être factuellement bon vis-à-vis de sa vision à lui. Et si en plus, et en plus de connaître le déroulé des films pour expliquer ma vision. C'est là où je pêche aussi, hein. Je veux dire, les gens, ils viennent sur Internet pour avoir aussi des factuels, des choses certaines. Là où moi, c'est beaucoup plus. J'essaie de pas dire de bêtises, de pas dire de mensonges, mais en tout cas, je fais pas des heures de recherche. Donc c'est là où je veux dire que la légitimité, elle vient parce que je prends un angle où je vais être le seul à en parler de cette manière-là. Donc c'est qu'en fait, il y a même pas de légitimité ou pas, il y a juste si je le dis pas, ce sera pas dit par un autre. En tout cas, j'ai l'impression parce que bah c'est le fruit de ma propre réflexion et normalement rien d'autre, mais de mon analyse des films, et c'est tout. Donc c'est pour ça. Après, je peux comprendre qu'il y a un problème de légitimité globale dans ce milieu-là, parce que bah on se donne, enfin je veux dire, on s'auto assume un rôle, quoi. Je veux dire, c'est un peu récent que dans l'histoire mais ça marche un peu à tous les domaines aussi, hein, que dans l'histoire de l'humanité. Ta parole peut être portée par des milliers sans qu'il y ait une base un peu plus solide à la base que juste une chaîne YouTube, un compte Twitter ou un blog, quoi. Et donc la légitimité se pose parce qu'avant, évidemment, pour parler cinéma, il fallait avoir été adoubé par une rédaction, dans un journal.
pouvais créer ton fanzine, mais je veux dire, je pense que l'énergie que ça te prenait à faire te légitimisait presque plus, enfin, tu vois, te donner une forme de légitimité parce que c'est tellement une partie, enfin, il y avait tellement de complications pour arriver à une parution que voilà, une fois que, que le truc était paru, la légitimité elle était là d'une manière ou d'une autre. Alors que nous, tu en 3 clics, tu as créé ta chaîne, tu peux parler de cinéma. Donc forcément, parmi toutes les voix qui existent, je comprends qu'il y en ait qui aient besoin de se dire qu'ils sont plus légitimes que d'autres pour exister. Je comprends que ce soit une manière de se justifier. Et je comprends qu'il y en a qui doutent aussi de leur légitimité parce que bah ouais, enfin, c'est compliqué de se dire est-ce que je suis vraiment si intéressant que ça pour parler de cinéma. Après, au-delà de ça, on peut utiliser aussi des arguments qui sont pas toujours pertinents, mais bon, les études dans un domaine, moi j'avoue que j'ai fait des études de cinéma, donc forcément ça m'a donné une base académique qui est pas indéniable, enfin qui est hyper importante, je veux dire. Quand tu parles Est-ce du qu'elle est cinéma, vraie? Pardonne-moi de t'interrompre, Zoltan. Est-ce qu'elle est vraiment importante, euh, comment dire, bah cet indice-là? Est-ce que c'est important? J'en ai fait aussi, hein, des études de ouais, ouais, cinéma. bah Donc c'est pour ça que je me permets de la poser la non mais question. Est-ce que c'est c'est une vraiment question que je me important? pose. Ouais. Moi je pense pour avoir fait, alors moi j'ai fait un cursus un peu particulier. J'ai fait un cursus au Canada et en fait j'ai fait un cursus de film production. Donc ça c'est un cursus qui vraiment t'apprend à faire des films. Donc plus dans le côté tu vois pratique de la chose. Et en parallèle de ça, et j'avais parce qu'au Canada c'est des facs américaines, donc tu as plein de cours qui viennent se greffer et tu es obligé de faire des cours annexes pour avoir ton diplôme. Et en parallèle de ça, donc j'ai suivi quasiment un demi-programme de film study, donc d'études filmiques. Et pour le coup, donc déjà c'est deux légitimités qui n'ont rien à voir. Je veux dire en film production, tu vas apprendre à faire un film, ce qui est hyper intéressant pour apprendre à parler de cinéma parce que tu es dans le concret, tu sais comment les choses sont faites, comment les optiques marchent, la lumière marche, enfin le matériel fonctionne, le déroulé d'un tournage. Donc, ça t'apporte une vision technique des choses qui t'offre une légitimité technique sur certains sujets. Mais est-ce que c'est intéressant ou pas? Je pense pas que ça passionne la majorité des gens. Et Film Study, bah là, ça va te donner une espèce de légitimité académique, plus en effet sur bah voilà l'histoire du cinéma, par exemple, connaître les mouvements qui ont jalonné toute cette histoire. Je veux dire, ça va te donner une légitimité jusque quand tu vas dire un truc, quand tu vas t'extasier sur quelque chose, potentiellement tu sauras d'où ça vient, donc et bah oui, tu vas pouvoir retracer un peu plus le cours des choses et avoir un peu plus d'emprise sur les sujets. Mais c'est pas pour ça que tes arguments seront plus pertinents qu'un autre et que tu vas avoir plus de légitimité non plus. Mais en effet, il y a quand même un bagage qui t'a été fourni par une institution qui t'a enrichi d'une manière que si tu veux faire la même chose tout seul, et tu peux avec le cinéma, c'est ça qui est beau, c'est que si tu es passionné par le truc, tu peux te plonger dans différentes périodes et te plonger dans la filmo de plein de mecs et essayer vraiment d'explorer le cinéma et d'avoir une connaissance quasi encyclopédique en étant tout seul dans ton salon. Donc ça, c'est pas un problème. Le truc, c'est qu'il faut un peu la faire, cette démarche-là. C'est-à-dire que tu vois, commencer le cinéma français avec la Nouvelle Vague, par exemple, c'est un peu, bon bah oui, mais en fait la Nouvelle Vague, ça existe pourquoi? Bah parce qu'il y avait ça avant. Et avant ça, il y avait quoi? Bah il y avait ça aussi. Et tu remontes dans le temps. Et là, d'un coup, tu comprends réellement ce qu'est la Nouvelle Vague, et donc tu comprends bah quasiment l'intégralité de ce que va être le nouvel Hollywood, et donc de comment enfin tu vois, toute l'histoire du cinéma, déjà, c'est un sujet qui est hyper intéressant pour juste à comprendre le cinéma en soi. Et si tu l'as pas, si t'as pas au moins une espèce de bribe de l'entièreté de cette fresque, ouais, je pense qu'il te manque une partie de l'équation pour réussir vraiment à être ultra pertinent sur certaines analyses. Mais après, c'est un degré d'analyse parmi tant d'autres, et chaque film, je veux dire, il y a des gens qui ont été capables de faire des films sans connaître réellement le langage cinématographique. Donc, il y a des gens qui peuvent en parler sans connaître le langage cinématographique, et encore moins sans connaître l'histoire du cinéma, parce que un film, ça parle d'une chose, enfin, c'est une histoire, ça peut être abordé de tellement d'angles différents que tu vois, t'es pas obligé d'avoir d'avoir fait des études de film pour parler de cinéma. Enfin, plus l'inverse, t'es pas obligé d'avoir fait des études de cinéma pour parler d'un film. Par contre, pour parler de cinéma en général, bon, bah forcément, il faut avoir étudié le sujet. Tu parles beaucoup de subjectivité, mais par exemple, il y a une vidéo que tu avais faite, plusieurs d'ailleurs, mais il y en a une dont je me souviens parfaitement, c'est quand tu voulais reprendre les plus grands films de l'histoire du cinéma, si je me trompe pas. Mhm. Et là, ça m'intéressait de voir quelle était ta subjectivité à ce moment-là. Mais si je me trompe pas, tu t'étais basé sur une liste, sur la liste, Exactement, ouais. oui. Et là, là, je t'avouerai que je n'ai plus rien compris. Je me suis dit, tiens, pourquoi faire ça alors qu'il pourrait puiser dans ses souvenirs et c'est ça qui pourrait être encore plus intéressant. Et c'est pour ça que quand tu me parles de subjectivité totale et assumée, je ne comprends pas le paradoxe et la contradiction avec, par Euh, exemple, cette vidéo-là.
Bah non, alors, cette démarche, je la trouvais plutôt intéressante à faire, en fait, parce Je que la ça me... critique pas, je ne Ouais, non, critique non, du mais tout, pas du tout. J'essaie en fait, je les oppose et je ouais, bien comprends pas en sûr. Bah, fait, en c'est fait, pour ça. c'est-à-dire que elle me permettait justement d'aborder les films. Donc j'ai pris le classement IMDb. Le classement IMDb, c'est un peu le Internet Mm. Movie Database. Voilà, Mm. c'est un des classements qui a le plus de votes sur chaque film et qui donne les 250 meilleurs films de tous les temps, selon les internautes du monde entier. Donc j'ai pris la liste, je suis parti de 1 et je crois que je suis allé jusqu'à quasiment 100. Et en fait, ça me permettait de pas passer mon temps à justifier l'ordre des films. Et en fait, à juste aborder les films, donc ça va être souvent des bons films quand même, les uns après les autres, et de pouvoir en parler, tu vois, de manière rapide, efficace, qu'est-ce que j'en pense, et d'ailleurs, et de pas devoir perpétuellement me dire, bon bah ce top, là je l'ai mis là, bon il est moins bien que le précédent, mais il est mieux que celui d'avant, et en plus, bah il est forcément là parce que c'est un des meilleurs films, tu vois, de me détacher de ce côté, de devoir argumenter perpétuellement pourquoi ce film est là. Moi, comme ça, j'ai éclipsé ça de l'argumentation de cette vidéo, et au moins, je peux parler directement que du film et de qu'est-ce que j'en pense rapidement de ce film. Ce qui permet, par exemple, quand je tombe sur Scarface, qui doit être, je sais pas, 35e, bah, je suis apte à dire, oh, Scarface, bah, en fait, j'aime pas trop. Enfin, voilà, parce que il est dans le top, moi, je l'aurais pas mis dans le mien, et donc, et ça évite d'être dans une espèce de complaisance et surtout d'auto-justification perpétuelle, de devoir tu vois, assumer un ordre qui est le tien et qui implique d'avoir réfléchi à cet ordre. Je veux dire, casser le top des 100 films 100 meilleurs films de tous les temps. Enfin, moi, honnêtement, j'ai presque l'impression que c'est le boulot d'une vie, quoi. Je veux dire, enfin, tu vois, le jour où tu poses ça quelque part, c'est que t'as, ouais, attends, attention, quoi, t'as posé les 100 meilleurs films de tous les temps, c'est pas rien, quoi. Donc, c'est pour ça que c'était plus simple pour moi de me planquer derrière un top préétabli et de pouvoir juste dérouler tranquillement un parcours dans ces films-là, quoi. À un moment, dans une des vidéos que tu as faites avec le CCU, d'ailleurs, la vidéo en question, tu animais l'émission à ce moment-là, tu proposais à tes confrères un jeu assez sympa où tu expliquais qu'il fallait choisir un réalisateur par pays. Et, euh, et donc, voilà, il y a eu plein de propositions, tout ça. Et à la fin, tu dis que tu t'aperçois finalement que tu n'es pas assez curieux. Ouais. Et ça m'a marqué, cette phrase. Elle m'a extrêmement marqué. J'avais l'impression que là, à ce moment-là, en tout cas, par rapport à tes confrères, tu étais pratiquement le seul qui doutait, en fait. Ouais, bah, je Et peux. ça m'a beaucoup marqué, ce moment-là. Bah, non, mais enfin, je me souviens très bien en plus. Ouais, bah, en fait, j'ai la chance. Bah, déjà, on revient encore au rapport aux études, c'est-à-dire que dans mes études, j'ai étudié des courants, dont on parle plus du tout aujourd'hui, quoi. Enfin, tu vois, je veux dire, les films, par exemple, l'industrie du cinéma de la révolution chilienne à l'époque, chilienne cubaine, je me rappelle Juan Quinquin, là, l'aventure de Juan Quinquin, c'est genre. Enfin, c'est un film qui m'a ultra marqué, tu vois, et toute cette histoire-là autour de comment ils ont essayé de créer une industrie cinéma totalement égalitaire, où les gens changent de poste tous les jours et tout ça. Et, euh, et en fait, c'est un truc dans l'université, j'en avais presque marre en fait de me taper des films sénégalais, des films tu vois, cubains des années 60, des films mexicains des années 40, là. Enfin, je veux dire, j'ai bouffé du cinéma de toute la planète tout le temps. Et c'est vrai que depuis que je suis revenu dans mon propre, on va dire, mon propre sillon, que je me creuse tout seul, bah, je me retrouve à malheureusement reprendre le cinéma mainstream, quoi. De temps en temps, je sors de la route, je vais voir autre chose, mais c'est vrai que globalement, entre les nouvelles sorties et les films, vraiment les films qui, je veux dire, il y a peu de films qui sortent de pays très exotiques qui nous arrivent, à part voilà les 3-4 pépites par an où on nous dit il faut voir ce film polonais, il faut voir ce film, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc en faisant cette vidéo, je me souviens m'être dit, putain, c'est con, c'est vrai que le cinéma japonais, par exemple, bah ouais, j'ai pas 4 noms à citer, quoi. J'en ai deux, trois. J'ai Miike, Takeshi Miike, Takeshi Kitano, Miyazaki, et puis après, je cale, quoi. Et c'est dommage parce que bah, je me doute que, enfin, je sais que c'est un pays qui a une histoire du cinéma totalement dingo, mais par contre, il faut prendre le temps, tu vois, de se poser et de voir en effet les films de Ozu, les films de Miyoguchi. Enfin, et cette année, j'ai eu la chance, mais même si j'ai arrêté bêtement, mais j'ai eu la chance de m'abonner à Mubi, qui est là une plateforme qui propose des films un film par jour, et ça m'a vraiment aidé pendant une période justement à me donner une espèce de bouffée d'air, de voir des cinémas de tous les pays différents, variés, et ça m'a fait du bien. Je me suis désabonné depuis parce que il y a un moment où leur système a un peu changé, ça m'a déstabilisé. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir des moments de se... Et surtout, en fait, je côtoie des gens qui ont des cinématographies, enfin des cinéphilies ultra alternatives.
Je pense à mon ami Guillaume Boucaud qui est intervenu quelques fois sur ma chaîne, qui lui, pour le coup, si tu regardes ses tops de fin d'année de chaque année, t'as aucun film que tu connais quasiment, parce que lui, ce qui l'intéresse, il a fait le tour en fait des films mainstream, et il trouve que ça raconte un peu tout, toujours la même chose d'une manière pas forcément toujours très originale, et il va vers, voilà, lui quand il m'explique que son réal préféré c'est Lav Diaz, qui est un Philippin qui fait des films de 9 heures, ça peut faire ricaner, mais en fait, mine de rien, il kiffe une cinéphilie qu'il est quasiment le seul à kiffer en France, tu vois. Il cultive un truc qui est hyper précieux, je pense. Et donc, je te rassure, il y en a beaucoup qui aiment bien Lav Diaz en oui, France. bien sûr, mais je pas. En tout cas, sur Twitter, je le sens un peu seul, par exemple. Sur Twitter, c'est un peu différent, Voilà. certes, c'est vrai. Mais donc, c'est pour ça que lui, par exemple, me donne vachement envie de sortir des terrains battus. Et d'ailleurs, il faisait une hyper initiative pendant pendant Cannes, il nous envoyait tous à un groupe de copains, il nous envoyait des films chaque jour, comme s'il y avait une sélection de films qui avaient été sélectionnés à Cannes à différentes années. Donc, tu vois, on faisait un espèce de parcours cinéphilique grâce à lui. Mais le problème, c'est que c'est vrai que les gens, même moi, j'arrivais pas à suivre la cadence, quoi. Mais en tout cas, j'ai vu des films géniaux de différents pays qui m'ont vraiment marqué grâce à lui, parce que je pense que la zone de confort cinéphile, elle est ultra facile à. C'est facile de son goût, de rester dedans, quoi. Et d'en sortir, faut par moments se dire, ouais, non, mais en fait, il y a autre chose que les gros blockbusters et les quelques films d'auteurs américains qu'on connaît, et les films français qu'on se tape, et le bon film étranger du mois, tu vois, du grand réalisateur du pays, ou de la petite perle montante. On voit que 0,1% des films qui sortent, quoi. Donc c'est un peu dommage de se contenter de ça en ayant la certitude d'avoir tout vu, quoi. Il y a quelque chose qui m'intrigue dans ce que tu dis. On a le droit de faire ce que l'on veut, dans le sens où on parle de ce que l'on veut et on publie ce que l'on veut comme vidéo. Ça, c'est pas, ça, j'ai aucun problème avec cela. Mais j'entends et je vois le Zoltan de maintenant et que je vois les vidéos, j'ai l'impression que c'est deux personnages différents. Même si c'est vrai que dans les vidéos, bon, là, tu n'es plus masqué, mais tu t'appelais le critique masqué, donc c'est un personnage de fiction. Mais j'ai l'impression que là, t'entendre quand tu me parles de cette cinéphilie, voilà, le monde le cinéma est un territoire avec un puzzle, et il y a plein de morceaux comme ça à trouver qui représentent plein de pays. Mais sauf erreur de ma part, je ne vois pas ça dans tes vidéos. Ah non, mais c'est sûr et certain. Ouais, Après, c'est ça je me dis, tiens, c'est bizarre qu'il fait l'effort d'aller voir d'autres films, mais on les voit pas dans ses vidéos. Non, c'est vrai, mais c'est parce que je pense que pour le coup, on en vient à là, je pense qu'on rentre dans le cœur d'un peu du YouTube game et de la mécanique de YouTube par laquelle j'ai probablement été un peu parasité. C'est que j'ai quand même une chaîne qui essayait d'attirer du monde, de fonctionner, quoi. Et pour ça, je me suis engouffré dans les modes ou dans un fonctionnement. Donc, j'ai fait un peu ce qui fonctionnait. Après, c'est aussi ce que je consomme en priorité, hein, je vais pas mentir. Je veux dire, là, je parle de cinéma alternatif. Je consomme majoritairement les films que tout le monde regarde aussi, quoi. Ouais. Ça a été c'est une partie marginale de ma cinéphilie, tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais c'est surtout qu'en fait, j'ai jamais trouvé de moyens ou d'idées d'aborder ces films-là d'une manière qui leur rendrait réellement service, quoi. Parce que, en fait, je veux dire, moi, c'est bête à dire, mais si je fais par exemple, j'ai arrêté de regarder mes vues, tout ça, donc je vais parler un peu au passé, mais voilà. Mais si je fais 10 vidéos, toutes les 10 vidéos, genre, je vais faire 9 films populaires, et qu'il y a une vidéo, je vais essayer de parler d'un film moins populaire, mais que j'aimerais faire découvrir, et que sur les 10 vidéos, elles font toutes 10 000 vues, et qu'il y en a une, elle fait 2000 vues, celle du film pas populaire. En fait, même si c'est 2000 personnes qui vont être sensibilisées à un sujet qu'ils n'auraient pas eu idée, ça me fait chier, en fait. En fait, ça me fait chier de me dire que, en fait, j'arrive pas, ça me fait chier de me dire que j'arrive pas à proposer un sujet sur un film qui me passionne, mais qui est méconnu, qui arrive à outrepasser le truc basique dont je peux parler d'habitude de manière plus anodine. Et en fait, c'est plus un problème vis-à-vis de moi-même de pas réussir à convertir ces films ou ces sujets-là qui sont peut-être un peu moins populaires dans des vidéos qui arriveraient à plaire au plus grand monde et à intéresser le plus grand monde par leur forme ou leur fond ou le concept. Et donc voilà, à chaque fois j'ai jamais creusé plus que ça, quoi. Et après malheureusement aussi, plus le temps passe et moins j'ai de temps et moins j'ai de temps pour regarder des films, naissance d'enfants, tout ça, et moins ma cinéphilie a été riche, quoi. C'est vrai que je me rends compte que
là, je m'enrichis de vieux films que j'ai pas vus, de classiques, tout ça. Là, cette année, c'était une année plutôt intéressante, finalement, vu qu'on était en pause un peu d'arrivée. D'ailleurs, j'ai quasiment rien vu de 2020. Mais donc, c'était agréable. Mais c'est vrai que j'étais un peu dans une espèce de course en avant perpétuelle, à la découverte de nouvelles choses, mais de nouvelles choses très mainstream quand même. Et c'est dommage parce que c'est vrai que faut pas perdre de vue que je pense que moi, mes plus grosses claques, à part quelques gros films, ça reste aussi des petites découvertes comme ça d'un film dont je m'attendais pas à me faire surprendre à ce point-là, quoi. Alors, il y a pas mal d'émissions dans l'histoire de la critique de cinéma, des moments où des critiques issues de titres divers se réunissent pour parler de films et d'autres. Je pense par exemple au Masque à la Plume, qui est l'une des émissions les plus connues. Et comment vous vous êtes arrivé à vous former comme ça, tous ensemble, pour créer une espèce de petite rédaction mensuelle ou bimensuelle, mais plutôt mensuelle, je crois, et où Bon, vous ouais, parlez comme c'était ça? très. Bah non, en fait, enfin pour le coup, je crois que je suis à l'initiative de la chose où j'ai juste envoyé un message sur Twitter à 5-6 youtubeurs qui étaient à peu près au même degré que moi. Enfin, j'en ai envoyé au plus gros, mais à l'époque, enfin, il y en a un qui m'a pas répondu. Il y en a un qui m'a répondu genre ça m'intéresse pas, et deux autres que j'ai pas réussi à joindre, ou bref, à qui j'ai pas osé demander. En tout cas, voilà, j'ai demandé à plusieurs youtubeurs que je connaissais et qui étaient parisiens, euh, qui avaient à peu près le même nombre d'abonnés que moi, un peu de choses près. D'accord. Et en fait, non, alors non, bah, faut que je fasse un rembobinage, en fait. Non, parce qu'en fait, non, mais en fait, c'est Comme, intéressant parce que comme tout dans le vient film d'une de vidéo que Landry. j'ai faite. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Les meilleurs youtubeurs cinéma, et une vidéo que j'ai faite en 2017. D'accord. Et cette vidéo-là, eh ben, elle a plutôt bien marché. Et en fait, j'introduisais tout un panel de youtubeurs. Je faisais en fait, je parlais des youtubeurs cinéma qui existaient à l'époque. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc, voilà. Et en fait, dans ces youtubeurs-là, ça a un peu fait parler. Enfin, il y a eu plusieurs personnes qui ont réagi, des gens qui sont venus dire ah, mais tu m'as pas mis dans ta vidéo. Donc, ça a créé un espèce de truc où les gens, d'un coup, tu vois, ça a créé un petit microcosme. J'ai trouvé. En tout cas, moi, ça m'a connecté à ce microcosme-là. D'un coup, j'ai été le centre de plusieurs personnes qui parlaient de la même chose. Et donc, à partir de là, j'ai envoyé des messages pour créer une réunion. On s'est vu une première fois pour faire mon concept à la base, que je voulais proposer avec le CCU. C'était en fait sur le format un peu d'un podcast que j'aimais bien qui s'appelait Studio 404 Mhm. de qualité, qui était de faire plusieurs chroniqueurs qui débarquent. Chaque chroniqueur a écrit une chronique sur un sujet et la chronique est suivie d'un débat avec les gens qui sont là. Alors, au final, vu que bon bah on n'a pas tous en fait au final on n'a pas tous eu envie d'écrire des trucs, c'était plus on choisit un sujet, on l'expose rapidement et après on en débat. C'est juste devenu une émission de débat sur des sujets variés. Voilà, donc ça s'est fait vraiment. J'ai envoyé des messages, tout le monde a répondu oui, hop, ça s'est fait. Et après, bah, au fur et à mesure des rencontres, des dispos, on a fait 3, 4, 5 rendez-vous qui a permis à chaque fois d'enregistrer toute la journée, plusieurs émissions. Et en effet, c'est vrai que c'est mon idée derrière, c'était juste de se dire, on ne crée pas d'organisme particulier, le CCU, tout ça, c'est venu quasiment. C'est pas nous qui l'avions préparé, quoi. C'est quelqu'un a trouvé un nom, ils nous ont appelé comme ça c'est devenu une unité qui avait un nom. Mais à la base, c'était juste de se dire, on se réunit, on n'a aucun engagement les uns vis-à-vis des autres, on fait juste un sujet qui nous intéresse et les autres participent. Et voilà, j'essaie pas de créer un rythme de publication entre nous ou de créer des engagements précis, quoi. C'était vraiment juste ça. Et c'est vrai que bah, c'est ça où, pour moi, ça, au final, ça reste mes meilleurs. Enfin, c'est vraiment là où YouTube Cinéma est devenu une aventure extraordinaire. C'est que d'un coup, je me suis mis à rencontrer des gens, à me faire des copains, à faire des soirées avec eux. Enfin, ça a changé vraiment mon rapport à ce que. C'est-à-dire que YouTube était un outil virtuel où je pouvais parler de cinéma et avoir quelques retours en commentaire, à une porte vers des vraies amitiés et des gens que j'aime énormément aujourd'hui et que j'aime fréquenter, quoi. Donc, mais c'est dommage que je pense que je pense que cette idée-là et ces voix-là, en tout cas, sont des gens qui intéressent beaucoup de monde et qui ont une voix sur le cinéma qui porte et qui mériteraient ou qui, en tout cas, auraient les moyens d'intéresser, je pense, la télé ou la radio ou tu vois, c'est pas. Enfin, je pense que si on avait été plus sérieux et qu'on avait cadré le truc un peu mieux, on aurait pu aller plus loin et en effet se retrouver à peut-être avoir une émission éditorialisée par quelqu'un par un producteur, quoi, à terme. Mais j'ai l'impression, sauf erreur de ma part, que
et peut-être même injustement d'ailleurs, que le milieu du YouTube Game est, comment dire, n'est pas vraiment pris au sérieux par les médias que tu viens de citer, que ce soit Ah la ouais, non. radio, la presse écrite d'ailleurs je viens de tout cela quoi. Mais c'est depuis quelques semaines en regardant les vidéos de chacun et de chacune, en écoutant un petit peu, par exemple, je pense à cette petite affaire, cette fausse affaire où Durandal à un moment tape sur Godard, il y a toute une histoire comme ça, Ouais, qui est voilà. repris dans la Et matinale par dans la ma- Eindhoven. par Raphaël Enthoven, c'est très très troublant d'ailleurs tout cela. Des deux Bah, de toute côtés, hein, façon, c'est- des deux côtés, je trouve ça troublant des deux côtés. Mais et donc pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai cette impression que il y a quelque chose qui n'est pas encore, enfin, ça n'est pas encore vraiment pris au sérieux, sauf peut-être pour les attachés de presse. Oui, ça, totalement. Les attachés de presse, elles ont bien compris. Bah non, mais après, il y a un moment où c'est globalement, de toute façon, c'est un problème que on va dire je connais pas les médias, je vais pas- les médias traditionnels, je les connais pas tous, mais quand je vois un youtubeur qui est reçu sur un plateau de télé, c'est quand même souvent réputé qu'il y a une espèce de complaisance vis-à-vis d'eux et presque une forme de méprise. Enfin, on sent qu'ils sont pas pris au sérieux et que c'est très marginal. Ils ont l'impression, la télé a toujours l'impression que c'est un phénomène marginal, quoi, encore, alors qu'un mec comme Squeezie fait plus d'audience sur n'importe lesquelles de ses vidéos depuis 3 ans que n'importe quelle émission de télé enfin, espérerait ou rêverait faire, quoi. Enfin, le mec, il fait 15 millions de vues par vidéo. Tu vois, hier, il y a un téléfilm qui est passé, qui a cartonné, il a fait 4 millions de vues. Donc, je veux dire, tu vois, enfin, en fait, en termes de chiffres, les gens se rendent pas compte, quoi. Je veux dire, un mec comme Cyprien, c'est le mec qui a le plus de portée en France en termes de. Il doit y avoir Macron et lui, quoi. Enfin, c'est les deux personnes qui peuvent parler au plus de monde d'un coup, s'ils décident, tu vois, qu'on a accès au plus de monde comme ça, parce que. Donc, Ouais, c'est pas rien, quoi. mais il y en a un qui est président de la République Exactement. Non, mais il y en a qui. Non, mais donc je pense qu'il y a une. En effet, il y a un côté où ils se rendent pas compte et c'est sûr que je pense que pour la presse, j'en sais rien. En vrai, j'en sais rien parce que j'ai jamais été en contact vraiment avec ces gens-là. Donc je ne parle que de choses que je peux comme ça Hmm. m'imaginer, mais j'ai l'impression qu'on reste quand même des gens qui parlent de cinéma dans notre chambre et qu'en fait les parutions, j'ai pas l'impression qu'elles s'intéressent à nous parce que aussi elles défendent aussi leur bout de gras, quoi. Par contre, ceux qui percent, ils se font récupérer plus par des marques. Parce que pour le coup, les marques et en effet les attachés de presse, tout ça, ont très bien compris que les gens d'Internet avaient, les youtubeurs en question, voilà, avaient un impact et arrivaient vraiment à toucher un public de manière très très active. Ce qui n'est pas le cas des parutions, je pense, enfin des journalistes cinéma autres, à part quelques-uns, mais je veux dire, d'avoir une tête identifiable qui te parle de cinéma, c'est Oui, quelque chose. c'est un fait, c'est un fait, c'est un Tu fait, vois. ça on peut pas le Et, renier. Hmm. et ça, c'est voilà. Mais après, il y a eu des tentatives, hein, je veux dire, le Fossoyeur de film, je crois qu'il a travaillé sur Canal Plus à un moment pour faire des petites pastilles. Il a pas Euh, couvert, c'est pas lui qui a couvert à un moment le festival de Cannes, je crois, ou si je me trompe je pas. crois, peut-être si enfin, franchement, j'ai oublié, mais Je en tout cas, crois, il y enfin a eu voilà. des espèces de Hmm. petits parallèles qui se sont faits, mais rien n'a débouché de très sérieux. Bah, parce qu'en fait, je pense que ça reste deux mondes qui se regardent un peu en chien de faïence et qui n'ont pas encore trouvé une manière de réellement créer quelque chose de lucratif pour tout le monde dans ce domaine-là, quoi. Mais Il, ça viendra, je pense. il y a il y a des articles comme ça rédigés par des critiques de cinéma qui sont restés, je veux dire, Mm. Culte, ouais. importants parce qu'on continue encore de regarder, de les lire et tout. Je pense par exemple à Était une fois en Amérique de Serge Danet ou La lettre à Rossini de Jacques Rivette, Bah, au etc., capot. etc. Capot par exemple, etc. Est-ce que, selon toi, il y a depuis 10 ans pratiquement, est-ce qu'il y a des vidéos chez certains critiques de cinéma, youtubeurs, qui sont vraiment dans la postérité, qu'on pourra revenir là-dessus très souvent pour vous? Est-ce que ça existe? Ah ouais, je pense que Durandal, avec ses Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, il pose des bases de choses qui vont être extrêmement utilisées et relues, revues par la suite. Je pense qu'il a posé vraiment parce qu'il s'est attaqué à l'époque où il s'attaquait à ça, des rétrospectives qui n'avaient pas été particulièrement envisagées par des médias sérieux, enfin de manière très sérieuse et approfondie comme il a pu faire. Et donc, je veux dire, si aujourd'hui quelqu'un a envie de se renseigner sur
n'importe quel réalisateur ou saga qu'il a étudié, c'est quasiment le premier truc qu'il faut regarder et il couvre une énorme partie du truc, quoi. Donc je pense que oui, lui, il a vraiment posé des bases intéressantes et qui vont être pérennes. Après, dans les concepts des autres, je sais pas trop. Franchement, je trouve. Enfin, après, c'est un peu là, on quitte un peu le problème de YouTube Cinéma, mais c'est globalement ce problème de YouTube, c'est que c'est très versatile et t'as l'impression que moi, c'est aussi ce qui me mine à la longue, c'est que les vidéos, t'as l'impression qu'elles sont perdues dans un océan. C'est là où je voulais en venir, en Et fait. ouais, c'est un peu dommage. Après, de temps en temps, t'en as quelques-unes qui font date, quoi. Mais j'avoue que même en tant que créateur, tu vois, je pense pas que ma vidéo sur les fusillades, aussi bien documentée ou en tout cas intéressante qu'elle peut être, elle deviendra une vidéo réellement, tu vois, qui sera ressortie ou étudiée par des gens, je pense pas. Alors qu'en effet, il y a des grands textes critiques enfin, voilà, qui sont des textes incontournables. Mais je pense que Durandal, lui, a obtenu cette place-là et bah, il peut en être fier parce que je pense qu'il est le seul. Même si c'est pas celui qui marche le mieux, hein, mais c'est juste celui qui a, par son concept, par la rigueur qu'il y a mis et le côté très justement scolaire et académique de son approche, tout en étant justement un peu décalé finalement sur un peu l'axe, enfin l'angle. Bah, je pense qu'il a atteint, il peut avoir réussi ça. Ouais. Est-ce que tu es fier de ta chaîne? Oh non, on va dire que je suis pas fier je suis content de l'aventure. Je suis fier de cette aventure. En fait, je suis plus fier de mon aventure que de ma chaîne en soi. Ma chaîne, je la trouve très inégale. Elle varie en fonction de mon impatience, de mes humeurs, de l'actualité, de mon envie de percer, de mon envie d'être fier de mon travail. Donc, c'est une espèce de représentation de ma psyché depuis que j'ai ouvert, quoi. En plus, je suis quelqu'un qui malheureusement est pas assez basé sur la fin, qui a un vrai déficit de forme. Donc je veux dire, tu débarques sur ma chaîne, c'est pas un truc calé, propre, les vidéos sont pas toutes, tu vois, hyper chiadées comme je voudrais vraiment qu'elles le soient, si vraiment j'y avais mis les moyens et l'ambition Mais après, je trouve qu'il y a des très bonnes vidéos qui existent, des vidéos qui me rendent fier, pour le coup, certaines. Voilà, en fait, celles où vraiment j'avais envie de bien faire les choses, je suis content de les avoir bien faites. Et après, il y en a qui ont été faites parce que j'avais envie de les faire, d'autres parce que je sentais qu'il fallait les faire, et d'autres parce que je savais qu'elles allaient marcher. Et pour l'année 2021, est-ce que tu sens qu'il y aura quelque chose qui va changer dans ta manière de faire des vidéos, dans l'évolution de ta chaîne? Est-ce que tu commences à envisager peut-être même d'arrêter cette chaîne? Ouais, bah enfin, je sais que là, il y a vraiment, je suis sur une fin de cycle totale, quoi. Alors après, je pense que je repartirai jamais avec une cadence comme j'ai pu connaître où ça me prenait énormément de temps et de motivation. Enfin, c'était vraiment une partie ultra importante de ma vie. Là, clairement, je pense que je suis en train de passer vraiment à autre chose, et tant mieux parce que il y a un moment où ça va pas être ma vie, c'est hyper plaisant et je pense que je suis arrivé à un cap où j'ai rencontré les gens que j'avais à rencontrer, ou en tout cas, voilà, je me suis fait des amis, j'ai vécu des moments géniaux, j'ai analysé des films qui me plaisaient, j'ai parlé des sujets qui me tenaient à cœur. Voilà, j'ai pas genre une liste de sujets interminables que j'ai encore envie de traiter de manière très précise. Après, je m'interdis jamais de réapparaître et de tenter des trucs, quoi. Voilà. Je pense que là, si je devais concevoir ma chaîne dans le futur, c'est une chaîne où je vais continuer à parler de cinéma et à rester dans cette gravité là-dedans, mais peut-être proposer plus de fiction, proposer des trucs vraiment très différents de ce que je pouvais essayer de faire par mon approche, ou à tenter des choses. Parce que là, je suis arrivé au point, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'essayer de créer une chaîne organique, précise, enfin, calibrée, quoi. Là, je fais tout, enfin, le fait d'avoir arrêté de faire des vidéos pendant quasiment 3 mois, à l'heure actuelle, c'est quasiment, enfin, tu plantes ta chaîne pour un bon bout de temps, parce qu'elle met beaucoup de temps à réémerger quand tu fais pas des vidéos très quali qui vraiment permettent d'être à chaque fois un événement, quoi. Moi, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Donc, maintenant que j'en ai plus rien à foutre, je vais totalement faire ce que je veux, mais la cadence sera assez faible, c'est sûr. Merci.